Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous avons fait une rapide vidéo sur les variables, l'initialisation des variables, les déclarations de variables, et nous avons expliqué un petit peu comment ces variables étaient stockées dans la mémoire. Nous avons aussi comparé un peu la mémoire à une grande étagère, en fait, où on pouvait stocker les valeurs sur les différentes étagères de ce meuble. Il est temps un peu de voir comment les variables s'utilisent en C++ et quelles en sont les propriétés. Nous allons donc distinguer les différents types de variables. Nous allons commencer par distinguer les valeurs de type numérique, donc les variables entières, les variables réelles, les variables booléennes. Donc oui, ça peut surprendre, mais les variables booléennes sont considérées comme étant des variables de type numérique. Nous allons ensuite nous intéresser aux variables de type chaîne de caractères ou caractères, essayer de voir comment l'ordinateur va gérer des caractères. Enfin, nous arriverons sur des notions où nous allons parler un petit peu de transtypage, c'est-à-dire de passage d'une variable d'un certain type à un autre type. Nous allons voir que ces opérations sont permises. Et nous allons aussi discuter un petit peu du typage implicite et du typage explicite. Donc ce sont deux choix dans lesquels se sont lancés les langages de programmation. Le C++ est un langage à typage explicite, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous déclarez une variable, vous devez de déclarer le type qui constitue cette variable. Voilà. Python, lui, est un exemple de langage à déclaration implicite. Les types ne sont pas à proprement parler dans le programme, mais ils sont implicites, ils se retrouvent quand même, la notion est quand même présente derrière au niveau des variables. Voilà un petit peu ce que nous allons voir, et je vous propose donc directement de commencer en creusant un petit peu et en regardant comment fonctionnent les variables de type numérique. Alors on va commencer par le plus simple, les variables de type numérique, on va commencer par les entiers, puisque l'on a vu que lorsque on ouvre le capot d'un ordinateur, on va s'apercevoir qu'il n'y a que des fils électriques à l'intérieur. Dans la précédente vidéo, on avait vu que ces fils électriques permettaient de transiter de l'information. Et on avait compris que les entiers, même en base 10, pouvaient être convertis en base 2, et une fois qu'on était en base 2, qu'on n'avait plus que des 0 et des 1, on pouvait facilement adapter cette représentation à des états électriques de câble. On pouvait simplement dire que 0, c'était qu'il n'y a pas de courant qui passe dans le câble, 1, il y a du courant qui passe dans le câble, et donc on pouvait représenter facilement des entiers. Alors c'est pas si simple que ça, puisque les entiers peuvent être de plusieurs types. Il n'y a pas qu'un seul type entier en C++. Et le type à utiliser pour déclarer une variable entière va dépendre de la précision voulue. Et donc on a plusieurs types qui sont short, qui est un alias de short int, le int, le long ou le long long. Plus vous allez aller vers le short, plus vous allez atteindre la limite assez rapidement de votre entier. Plus vous allez aller vers le long long, plus vous allez pouvoir stocker des entiers longs. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que je ne déclarerais pas tous en long long, puisque c'est visiblement le type qui me permet de stocker les entiers les plus grands. Eh bien tout simplement parce que plus vous allez stocker des entiers grands, plus vous allez occuper de place en mémoire. Un long long va utiliser beaucoup plus de mémoire qu'un short, et donc il va falloir essayer de dimensionner le type à l'utilisation que vous allez en faire. Vous pouvez rester sur un short par exemple quand vous avez l'âge de quelqu'un, parce qu'il y a peu de chances que cette personne dépasse les 4 milliards d'années, et par contre, quand vous avez quelque chose de très long, que vous voulez une grande partie significative, plutôt partir sur du long long. Alors on pourrait se dire, avec les ordinateurs modernes, de toute façon, il y a tellement de mémoire, et il y a tellement de puissance de calcul que finalement, effectivement, est-ce qu'on n'est pas en train de chipoter sur des détails? Alors c'est vrai que cette grande mémoire, elle va nous permettre justement de programmer un petit peu en se posant moins de questions. Cependant, si vous faites encore un peu de programmation embarquée, ou que vous essayez de programmer par exemple dans l'Internet of Things, que vous essayez de programmer un frigo, que vous avez un programme qui tourne dans une voiture par exemple, eh bien vous allez vous rendre compte que la mémoire à laquelle vous avez accès est beaucoup plus limitée. Et donc ces questions vont se poser aussi. Si vous avez une machine puissante, on peut aussi se dire que c'est pas parce que j'ai une machine puissante que je suis obligé de mal programmer. Je peux aussi tout à fait réfléchir différemment et essayer d'optimiser mon programme en termes de mémoire. Au niveau de l'entreprise, un programme optimisé va peut-être vous permettre de changer moins souvent l'équipement, le matériel dont vous avez besoin. Peut-être que vous trouvez que vous arrivez à la limite de ce qui est possible
de ce que peut faire votre serveur, bah, peut-être qu'en reprenant les programmes et en les optimisant au niveau mémoire, vous pourrez en fait retrouver quelque chose de correct au niveau du temps de traitement, et donc en fait vous pouvez garder votre matériel plus longtemps. Voilà. Donc de toute façon, un programme bien écrit sur une ancienne machine va tourner beaucoup plus vite, sera beaucoup plus optimisé qu'un programme mal écrit sur une machine puissante. Donc gardez toujours cela à l'esprit. Et donc on va essayer de voir au niveau du C++, quelle est la différence en fait entre ces différents types. Et entre ces différents types, on va utiliser une fonction qui s'appelle sizeof, et la fonction sizeof en C++ va nous permettre de savoir combien d'emplacements mémoire je vais utiliser pour stocker cette donnée. Et donc on pourra comparer très facilement en fait le nombre d'étagères que je vais utiliser pour un short et le nombre d'étagères que je vais utiliser pour un long. Et on va essayer de comprendre aussi ce qui va se passer quand je dépasse la limite. Ok, alors on va prendre toutes ces informations en considération et on va essayer en fait de déclarer plusieurs variables de plusieurs types. Donc je vais déclarer un short que je vais appeler S, je vais déclarer un int que je vais appeler i, je vais déclarer un long que je vais appeler l, et je vais déclarer un long que je vais appeler ll. Simplement déclaration, hein. Je ne les initialise pas parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est juste la place mémoire qui va être utilisée. C'est pas forcément en fait la valeur qui va être stockée. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais simplement afficher ici la valeur. Je vais simplement dire voilà, ici je suis sur un short. Et la taille d'un short, c'est quoi? Bah, c'est size of. Et je vais mettre en fait ma variable s. Ok. Je vais faire un handle, comme ça en fait, je vais aussi sauter à la ligne, et ce sera plutôt propre en termes d'affichage. Donc je vais faire pareil avec le int, le long et le long. Donc ici je vais avoir un int, long, et ici je vais avoir un long. Donc ici je vais avoir un i, ici je vais avoir un l, et ici je vais avoir un ll. Ok. Je vais sauvegarder, bien entendu je vais compiler. G++ var cpp, ça marche, je compile, et je lance mon var.exe. Voilà. Et donc en fait, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Eh bien ça me dit tout simplement que vous voyez qu'un short va utiliser 2. Alors 2 quoi? Eh bien si vous allez regarder la doc de sizeof, ça va vous dire en fait que vous allez utiliser 2 octets. On avait vu que 1 octet c'était 8 bits. Donc en fait 2 ça va stocker simplement sur 16 bits. Ici je vais stocker, avec un int je vais stocker sur 4. Donc 4 octets, 4 x 8, 32. Et ici, un long va être stocké sur 8 octets, donc 8 x 8, ça va faire 64 bits. Voilà un petit peu les tailles. Ce qui peut être assez surprenant, c'est de croire que, tiens, peut-être que si j'avais passé du int au long, en fait, j'aurais eu une taille plus grande. Et en fait, on s'aperçoit que dans cette architecture-là, non, je n'ai pas eu quelque chose de plus grand. Alors en fait, ça peut dépendre des architectures que vous avez, si vous êtes en Windows 32, en Windows 64 bits, ça peut dépendre également du type de machine sur lequel vous êtes. Si vous faites l'expérience chez vous, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats que moi. En tout cas, sur l'architecture de mon ordinateur, voilà les valeurs que j'obtiens. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'est-ce que je vais pouvoir représenter avec un short? Eh bien, on va faire le calcul. Un short, ça me dit tout simplement qu'avec un short, je suis sur 2 octets. Ok, c'est ce que me donne le sizeof. Alors 2 octets, c'est quoi? C'est en fait, c'est 2 fois 8 bits. Ok, donc ça, c'est égal, si je continue à faire mes calculs, à 16 bits. Ok, 16 bits, on avait vu que c'était quoi? C'était 2 puissance 16 possibilités. Et donc, si je reprends ma calculatrice, on calque, hop, 2 puissance 16 possibilités, ça fait quoi? Ça fait 2 puissance 16 possibilités. Ça fait 65 536. Ok, ça marche. Mais du coup, en fait, mon short, il est signé. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a un bit pour le signe. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a que
15 bits pour la partie significative. Donc, si j'ai 15 bits pour la partie significative, j'arrive à 2 puissance 15 possibilités. Je vais le mettre comme ça. Et 2 puissance 15 possibilités, je vais tout simplement prendre 2 puissance 15 possibilités qui va me donner 32 768. Ça veut dire en fait que quand j'ai un short sur 2 octets, je peux aller de moins 32 768 à plus 32 767. Puisque dans les nombres positifs, 0 est compté comme nombre positif, donc je le décompte des nombres positifs. Ok, donc là vous voyez qu'en fait, à partir des informations de sizeof, je suis arrivé à retrouver en fait les bornes, les limites de ce que je peux faire avec un short. Ok, ça marche. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire en fait que si mon short ici, je mets 37 000 dedans, la valeur entière 37 000, ok, 32 000. Si je mets 32 000, je suis dans l'intervalle 32 768, 32 767. Donc, ça veut dire que ici, si mon short, je l'affiche, donc je vais mettre S, et pour bien voir, je vais mettre un sigle de séparation, voilà. Je recompile, hop, et je relance, je relance, et effectivement, vous voyez que le 32 000 s'affiche, aucun problème. Maintenant, si je mets un nombre qui va dépasser l'intervalle, donc je suis à moins 32 000 plus 32 000, alors on va imaginer que je mets 33 000. 33 000, en fait, ça ne pourra plus rentrer dans l'intervalle. Ok, je compile, je relance, et on va voir ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait s'imaginer, en fait, que j'ai mis un nombre trop grand pour la structure, et, en fait, tout simplement, je vais avoir une erreur. Malheureusement, j'ai pas d'erreur. Et le nombre qui m'est donné, c'est moins 32 536. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, avec 33 000, j'ai dépassé la borne supérieure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai bouclé et je suis revenu dans les nombres négatifs. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai ce genre de choses? Imaginons par exemple que vous ayez un grand nombre, 1 568 962, par exemple. Voilà. Eh bien, tout simplement, ou alors attendez, je vais faire ça comme ça. Vous avez un nombre, par exemple, que vous stockez sur 8 positions. Donc j'ai le droit d'aller à 999 999. Ok, ça marche. Si je fais plus 1, normalement, je devrais avoir 1 million. Mais comme je ne stocke que les 6 derniers nombres, en fait, je vais retomber à 0. Et je vais donc boucler. Tout ça, c'est simplement, en fait, c'est que votre nombre a été tronqué. Alors, on pourrait un petit peu s'énerver, parce qu'en fait, C++ aurait pu le dire, mais C++ ne le dit pas, malheureusement, dans ce cas-là. Simplement, vous bouclez. Quand vous dépassez la borne supérieure, vous revenez à la borne inférieure. Ce qui peut causer quand même des choses assez inattendues, parce que, effectivement, là, vous voyez que je suis tombé dans un nombre négatif, alors que j'ai, en fait, sauvegardé un nombre positif. Et c'est pour ça, des fois, que vous pouvez avoir des résultats qui sont assez inattendus. Donc si vous voulez continuer à voir comment tout ça fonctionne, je vous encourage à essayer de voir si vous pouvez faire la même chose avec int et avec long, et essayer d'en déterminer les limites, essayez de voir à quel moment vous dépassez les limites. Ok, ça marche. Donc on a compris un petit peu comment fonctionnent les différents nombres. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait que là j'ai un 2, là j'ai un 4 et là j'ai un 8? Eh bien si vous reprenez mon exemple d'étagère, ça veut tout simplement dire qu'un short, je vais être obligé de le stocker sur 2 étagères. Si je veux un int, eh bien je vais simplement réserver 4 étagères. Et donc si j'ai un long et que je réserve 8 étagères, ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois que vous mettez un long en mémoire, il va consommer 4 fois plus de mémoire que si vous aviez un short. Et si vous avez une donnée qui ne dépasse jamais 65 000, et ça il y en a plein, si vous codifiez l'âge, si vous codifiez ce genre de valeur, même l'année, l'année il y a peu de chances que votre programme fonctionne encore en 65 000, essayez de dimensionner peut-être votre variable plus proche de ce qui est attendu. Ok, ça marche.
J'espère que j'ai pu vous faire comprendre un petit peu l'intérêt de finalement ne pas utiliser toujours le type le plus grand à chaque fois que vous faites quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu sur cette expérience sur les entiers? Plus je veux de précision, plus je vais utiliser de place en mémoire. C'est normal, hein. Plus je veux taper dans les grands nombres, eh bien plus il va falloir de place mémoire pour stocker les chiffres significatifs de ces grands nombres. Et donc la tâche revient en fait au développeur de choisir toujours le bon type par rapport à la valeur qui est utilisée. Alors je disais de ne pas dimensionner trop grand, ne dimensionnez pas trop petit non plus, puisque si vous, par exemple, vous mettez le nombre d'utilisateurs de votre site web, par exemple, sur un short, on va imaginer ça comme ça, le jour où vous dépassez 65 000 utilisateurs, vous allez retomber simplement à 0. Et donc ça peut poser problème aussi. Là, pour l'instant, on n'a pas encore parlé de signe, mais effectivement, la problématique du signe va arriver. Si par exemple, on peut se dire, voilà, je veux par exemple stocker un âge sur un short. Sauf que si je déclare mon short, en fait, j'ai vu que le short était une donnée signée. Ok ? Et donc, en fait, les 65 536 possibilités pour définir un short vont en fait s'étaler sur un intervalle de moins 32 000 à plus 32 000. Ok. Moi, si je veux gérer un âge, en fait, je sais que j'aurai jamais de nombre négatif. Donc, comment je peux éviter de passer de moins 32 000 à 32 000 et plutôt d'avoir de 0 à 65 000 ? En fait, il suffit qu'au lieu de déclarer un short, je vais dire tout simplement, je vais déclarer un unsigned short. Ça veut dire que je vais déclarer un short sur 2 octets, mais je vais simplement dire à C++ que de ne pas garder en fait un bit pour le signe. Je veux dire que le signe, en fait, je m'en fiche. Je ne vais gérer que des nombres positifs. Voilà. Donc quand vous avez un unsigned short, lui, il va bien aller de 0 jusqu'à 65 535. Donc vous avez bien les 65 536 possibilités parce que vous partez de 0, et cette fois-ci, vous n'avez que des nombres positifs. Alors on peut faire un unsigned short, on peut faire un unsigned int, on peut faire un unsigned long, et on peut faire un unsigned long. Aucun problème. Et à chaque fois que vous donnez un unsigned, c'est-à-dire que vous ne voulez pas tenir compte du signe, mais vous récupérez du coup autant en précision, vous pourrez aller beaucoup plus loin dans les nombres positifs. Ok. On va passer maintenant au nombre réel, et je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo que l'ordinateur ne sait pas utiliser des nombres réels. Et donc la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va simplement les convertir en quelque chose qu'il sait gérer, à savoir des entiers. Là aussi, vous avez aussi plusieurs possibilités pour les nombres réels. Vous avez des floats, des doubles et des longues doubles. Alors, on pourrait reprendre un petit peu le size-off, maintenant qu'on est familiarisé. On aurait donc des floats, on aurait des doubles, et on aurait des longues doubles. Voilà. Et ce que je vais faire ici, tout simplement, alors celui-là, j'en ai plus besoin, et donc c'est FDL. Donc j'ai mon float, j'ai mon double, j'ai mon long, et je vais juste refaire ici que là j'ai mon float, j'ai mon double, et j'ai mon long double. Je sauvegarde, je recompile, voilà, et je récupère donc que j'ai un float qui va être sur 4, donc 4 étagères, 4 octets, mon double qui va être sur 8, 8 étagères, 8 octets, et j'ai mon long double qui va être sur 16, donc 16 étagères, 16 octets. Ça veut donc dire en fait qu'à partir du moment où je fais un long double, j'ai encore 2 fois plus d'étagères qu'avec mon long. Alors d'où est-ce que ça vient ? Tout simplement, je vous l'avais dit que représenter un nombre réel, comme je le fais avec un nombre entier, eh bien je vais devoir avoir une partie avec la partie significative, je vais avoir une partie pour l'exposant, donc pour savoir de combien je dois décaler la virgule, et j'ai probablement encore un bit de signe là-dedans. Pour se débarrasser directement du problématique de signe, on peut faire des unsigned float, unsigned double, unsigned long double. Encore une fois, c'est exactement comme pour les nombres entiers, vous allez simplement dire que vous ne voulez pas tenir compte du signe, vous n'aurez que des nombres positifs, mais cette fois-ci réels. Ok. Donc, comment derrière, en fait, ça va se passer ?
Et bien cette fois-ci, on va simplement se retrouver avec un nombre réel, par exemple 1,25. 1,25, comment est-ce qu'il va être codé, si vous voulez, en double? Eh bien, en fait, si vous avez un réel sur 32 bits. Alors, 32 bits, je vous rappelle que c'est 4 octets. 32 divisé par 8, ça fait 4. Donc, ça veut dire un réel sur 32 bits, c'est un float. Voilà. OK? Donc, comment est codé un float? Eh bien, tout simplement, vous allez avoir un bit de signe. Vous allez avoir 1 ou 0 dans la première position pour vous dire qu'il y a un signe. Ensuite, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour l'exposant. Donc vous allez avoir 8 positions pour l'exposant qui vont vous dire de combien vous allez devoir décaler la virgule. Et après, vous allez avoir 23 positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vous allez avoir 23 qui vont représenter la partie significative. Donc ça veut dire que mon 1,25 va être ici, j'ai mon signe, donc il est positif, qui va être codé sur 1. Ensuite, ici, je vais avoir la valeur 2 qui va me dire qu'il faut que je décale de 2 nombres la virgule. Et ici, en fait, dans les 23, convertis en binaire, naturellement, je vais avoir l'entier 125. Une fois que tout sera converti en binaire, tout simplement, ces nombres-là seront mis les uns derrière les autres, et j'aurai de nouveau un nombre binaire considéré comme entier, et donc véhiculable et stockable par la machine. Ok. Et donc, comment est-ce que je vais récupérer mon nombre à virgule une fois qu'il aura été stocké? Tout simplement, je vais faire l'opération inverse et je vais appliquer un masque dessus. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais lui dire que ce qu'il a stocké, c'est un float, et lui, il va se dire, ah bah oui, mais si c'est un float, ça veut dire que le premier, il correspond au signe, les 8 suivants, c'est l'exposant, et les 23 suivants, c'est la partie significative. Et il arrivera, pour le développeur ou pour l'utilisateur, à rebricoler, en sens inverse, votre nombre à virgule. Alors si vous avez un réel sur 64 bits, ça c'est par exemple ce que vous avez quand vous avez un double, 64 bits c'est 8 octets, et bien là vous avez un signe sur une position, vous avez un exposant sur 11 au lieu de sur 8, et vous avez une partie significative sur 52 positions. Ça veut dire que si jamais vous calculez des nombres à virgule, vous allez pouvoir être beaucoup plus précis avec 64 bits. Vous allez avoir une partie significative beaucoup plus grande. Parce que naturellement, puisque vous avez maintenant compris que l'ordinateur ne travaille qu'avec des entiers, eh bien ça veut dire que si vous travaillez avec des fractions, avec des divisions et avec des nombres réels, avec des nombres irrationnels, eh bien tôt ou tard, en fait, l'ordinateur va tronquer. Tôt ou tard, il va arrondir votre valeur. Et ça peut amener en fait des problèmes si vous travaillez par exemple avec un même programme sur un Windows 32 bits et un Windows 64 bits, puisque la précision risque de différer dans les types de variables que vous allez utiliser. Vous allez avoir plus de précision sur le Windows 64 bits, et si vous comparez les résultats, vous aurez peut-être des différences dans vos résultats. Alors que c'est exactement le même programme qui passe, c'est juste qu'il n'a pas arrondi au même moment dans les deux cas. Ok. Dernière précision, effectivement, l'exposant peut lui-même avoir un signe, donc on peut estimer que la partie exposant garde aussi un signe pour pouvoir justement avoir des exposants négatifs. Effectivement, si jamais j'ai un exposant négatif ou positif, ça veut dire que je peux décaler la virgule vers la gauche ou vers la droite. Donc c'est-à-dire que je peux avoir des très petits nombres et je peux aussi avoir des très grands nombres. Voilà. Donc plutôt intéressant de savoir un petit peu comment ça marche. Là aussi, on pourrait se dire, puisque le long double c'est ce qui a le plus de précision, je vais simplement l'utiliser à chaque fois. Gardez quand même à l'esprit qu'à chaque fois que vous utilisez un long double, en fait, vous utilisez 4 fois plus de place que si vous utilisiez un float. Alors, sur un seul long double, une seule valeur simple, ça peut ne pas avoir d'impact du tout. Si par contre vous commencez à travailler avec des tableaux ou avec des vecteurs, où vous allez stocker des quantités, des grosses quantités de long double, eh bien peut-être d'avoir un vecteur de long double qui va passer en vecteur de double ou en vecteur de float, ça va vous faire un énorme impact sur la mémoire utilisée. Dernier type numérique, ou assimilé comme numérique, ce sont simplement les variables booléennes. Alors le booléen, c'est quelque chose qui va vous servir énormément dans les éléments de logique. Les variables booléennes, ce sont des variables assez spéciales qui peuvent prendre que deux valeurs qui sont vraies ou faux. Alors comme on travaille dans un langage de programmation, on est surtout sur la version anglaise.
Et donc les valeurs, en fait, elles sont très souvent false ou true. En C++, en fait, le type booléen, et c'est vrai pour beaucoup de langages de programmation, est en fait assimilé à un type entier. On n'a pas forcément créé un type spécial pour le type booléen. Alors la documentation de C++ vous dit que true est équivalent à la valeur 1 et false est équivalent à la valeur 0. Et donc tout simplement, on pourrait imaginer que le booléen est stocké sur un short. Alors dans les faits, vous allez vous rendre compte en fait que c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est qu'en fait la valeur false c'est 0 et la valeur true est à tout ce qui n'est pas 0. Et donc en fait ça permet de faire des combinaisons un petit peu spéciales ou un peu inattendues. Par exemple, on pourrait imaginer un test, donc un if conditionnel. Je pourrais faire un if ici et je pourrais mettre if 1, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, hein, puisque 1 est un nombre. Comment je sais que si un nombre est vrai ou faux? Et on pourrait simplement indiquer, voilà, je suis là. Alors on va pas mettre d'accent. Je suis là, voilà, en chaîne de caractères. Ah, les habitudes du Python. Donc je suis là, je compile, hop, et on va s'apercevoir effectivement que je suis là. Donc ça veut dire que je suis rentré dans le if, ok, malgré que j'ai mis ici un 1. Tout simplement parce que effectivement le 1, comme le booléen en fait est assimilé à un nombre entier, que derrière il est converti à un nombre entier, en fait le cas inverse est vrai aussi. Les entiers peuvent être interprétés comme des booléens. Et donc on peut avoir des while 1, des if 1 ou ce genre de choses. Alors c'est pas du tout... ça peut dérouter un petit peu. Je ne conseille pas de l'utiliser. Je ne conseille pas d'utiliser des choses qui peuvent dérouter dans un langage de programmation, surtout si vous travaillez en équipe. Le but c'est pas non plus de mettre vos collègues devant des interrogations de code incompréhensibles. Donc essayez de garder toujours, quand vous faites un if, quand vous faites un while, d'essayer toujours de garder une condition qui est compréhensible. C'est très important pour les gens de savoir dans quel moment on rentre dans une condition, à quel moment on n'y rentre pas, ou à quel moment on continue la boucle, ou à quel moment on l'interrompt. Dernier type que je voulais voir dans cette vidéo, c'est le type caractère. Effectivement, on l'a vu à plusieurs reprises, un ordinateur ne sait manipuler que des nombres entiers. Alors comment est-ce qu'en fait on va le rendre littéraire, cet ordinateur? Comment je vais lui faire accepter le fait qu'il y a des caractères, que moi je suis un être humain et que j'aime bien qu'on me parle avec des phrases, avec des mots, avec des verbes et puis des COD. En fait, l'ordinateur, lui, ne va jamais faire le rapprochement entre les mots, les lettres et le sens qu'on peut donner à une phrase. Si vous entendez parler d'intelligence artificielle, l'intelligence n'est absolument pas dans l'ordinateur, mais il est dans le traitement, dans le programme, qui va interpréter ce que vous dites ou ce que vous écrivez. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va utiliser une méthode qui a marché jusqu'à présent. Il va prendre votre caractère et va essayer de le convertir en nombre entier. Et comment il va faire ça? Eh bien, tout simplement, on a fabriqué des tables de conversion. Alors la première qui a été fabriquée, c'est la table ASCII. Et la table ASCII, en fait, c'est rien d'autre en fait, qu'une table qui va associer à chaque caractère disponible sur le clavier un nombre entier. Et à partir du moment où on a un nombre entier, on peut de nouveau le passer en base 2, on peut le passer en binaire. Le binaire correspond de nouveau à des états électriques de câbles, et c'est gagné, l'ordinateur pourra le manipuler. L'opération inverse marche naturellement également. Si jamais il récupère une valeur entière et que, en tant que développeur, vous lui avez dit que cette variable-là était censée contenir un caractère, eh bien, il va réutiliser cette table pour faire l'opération inverse. Il va reconvertir la valeur entière qu'il a récupérée en un caractère affichable. Et donc, on a l'impression, finalement, que l'ordinateur a manipulé un caractère, alors que pas du tout. Pour lui, il n'a manipulé que des nombres entiers. Il n'a absolument pas dérogé à sa règle. Alors, si on regarde la table ASCII, on s'aperçoit d'une chose déjà, c'est que cette table n'est malheureusement pas internationale, hein, c'est la première table qui a été créée. Elle a été créée aux États-Unis, ce qui fait qu'en fait les caractères de la table ASCII ne contiennent en fait que les caractères affichables aux États-Unis. En tant que français, donc vous ne trouverez pas le CCD, vous ne retrouverez pas les caractères accentués ou ce genre de choses, malheureusement. Vous voyez aussi que la table ASCII s'arrête en fait va de 0 à 127. 0 à 127, en fait, ça fait 128 possibilités. Si on se souvient un petit peu comment marche le binaire, en fait, on sait que 128, c'est 2 puissance 7.
Donc, cette table ASCII telle qu'elle est présentée ici, en fait, est véhiculable sur 7 fils. Mais nous, on parle souvent, en fait, d'octets. On a souvent regroupé les fils par 8. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si cette table ASCII utilise 128 caractères, ça veut dire qu'il y a encore 128 autres caractères qui sont disponibles. La première version de la table ASCII disait, bah voilà, les premiers 128 caractères sont les caractères américains, mis en place, et on a laissé la possibilité aux autres nations, en fait, d'utiliser les 128 autres caractères pour y mettre les caractères qu'ils voulaient. Ce qui a posé des problèmes d'internationalisation, parce qu'imaginez que vous ayez écrit un fichier avec, je sais pas, avec des caractères assez différents. Imaginons par exemple que vous ayez utilisé la table ASCII grecque pour écrire un fichier, puis ce fichier vous le lisez avec la table ASCII française. Comme l'ordinateur, lui, ne gère que des nombres entiers, bah en fait, il a simplement converti une lettre grecque en son caractère entier, et puis quand vous lui demandez de le lire, bah, en fait, il va prendre la valeur entière et il va la transformer en la lettre qui correspond dans l'ASCII français. Et donc, en fait, ça ne voudra plus rien dire. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand vous utilisez la table ASCII, vous avez de temps en temps, quand vous tapez un caractère accentué ou un CCD ou quelque chose comme ça, et quand vous lancez le programme ou quand vous essayez d'imprimer ce que vous venez d'écrire, eh bien vous avez toutes les lettres qui sont uniquement dans le français, caractère accentué, CCD, ce genre de choses, qui se transforment en caractères un petit peu bizarres. Tout ça, c'est simplement parce que vous avez des jeux de caractères différents entre le moment où la valeur a été écrite et le moment où la valeur a été lue. Ok. Donc, là aussi, dans le caractère, on a plusieurs possibilités pour déclarer notre variable. On a la variable char le type char qui va se baser sur 8 bits. 8 bits, donc 8 bits qui est donc sur 8 bits qui est donc un octet, et qui va donc pouvoir représenter 256 possibilités. On est sur la table ASCII. Mais comme je viens de vous le dire, la table ASCII a ses limites, puisque effectivement, vous vous rendez bien compte que 256 possibilités pour représenter tous les caractères du monde, c'est beaucoup trop peu. Nous avons notre alphabet, les Américains ont aussi des signes, les Allemands par exemple ont le S7 en plus, et je ne parle même pas encore de l'alphabet par exemple chinois, japonais, russe ou grec, qui ont beaucoup plus de caractères que nous. Et donc en fait l'ASCII s'est retrouvé très vite limité, et c'est pour ça qu'en ce moment dans les jeux de caractères on utilise plutôt plutôt quelque chose qu'on appelle l'UTF, qui maintenant pour le coup l'UTF 1632 ou même l'UTF 8, c'est un format maintenant qui se veut international. Donc c'est-à-dire que c'est un format qui est partagé par tous les pays, et donc si vous encodez en UTF et que vous lisez en UTF, vous allez toujours avoir la même chose, puisque maintenant le format est international et il n'est plus dépendant de chacun des pays. Et donc quand vous commencez à coder en C++, vous pouvez utiliser le char, utiliser simplement uniquement des caractères connus aux États-Unis, les caractères non accentués, ne mettez pas de cédille et tout se passera bien. Si vous voulez maintenant un petit peu jouer avec des caractères plus avancés, vous avez la possibilité d'avoir des types de caractères plus avancés, avec notamment le char 16T, le char 32T, qui va vous permettre de stocker de l'UTF-16 ou de l'UTF-32. Et donc là, vous êtes sûr que tout ce que vous allez stocker, vous allez le récupérer exactement au même format. L'encodage, ça pourrait être une vidéo à part, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, vous allez retrouver beaucoup d'informations sur les encodages UTF et ASCII sur le net. Ok. Donc effectivement, juste un dernier mot pour comparer un petit peu le C++ et le C. En C++, souvent on n'utilise pas le char tout simplement parce que on se simplifie la vie en utilisant le type string. Le type string, en fait, string est une classe, la classe string, qui va en fait s'interfacer entre le développeur et tout ce qu'il y a à gérer derrière en tant que caractère. Et donc la classe string, elle va vous amener énormément de fonctionnalités pour que vous n'ayez pas grand chose à gérer. Donc effectivement, vous n'utilisez pas forcément beaucoup le char quand vous êtes en C++. En C par contre, problème, c'est que, enfin problème, pas vraiment, mais le C ne contient pas la programmation orientée objet. Et comme string est un objet, vous ne pourrez pas utiliser le type string en C. Alors vous pourrez quand même faire des chaînes de caractères, sauf que les chaînes de caractères en C sont considérées en fait comme des tableaux de caractères. C'est simplement une suite de caractères dans la mémoire.
Donc là aussi, on fera des vidéos où on expliquera beaucoup plus, en fait, les tableaux, les pointeurs. Ça, c'est une vidéo qui va venir dans les semaines à venir aussi, et on expliquera ça plus en détail. C'était juste un peu pour vous montrer la différence qu'on avait entre le C++ et le C, et qu'effectivement, on ne se casse pas trop la tête en C++ avec ces histoires de chars, puisqu'effectivement, on utilise souvent l'objet string, dans lequel, en fait, il y a toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour gérer des chaînes de caractères. Alors je reviens sur une notion dont on avait un petit peu parlé, qui est le typage explicite et le typage implicite. Alors le typage explicite, c'est ce que l'on fait en C++, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on déclare une variable, on y associe un type. On lui dit ça c'est un entier, ça c'est un caractère, ça c'est un nombre réel, et on lui donne aussi sa précision au travers des différents types que l'on vient de voir. Si je voulais prendre un autre exemple de langage de programmation, je prendrais par exemple le Python, et vous allez vite voir la différence. Donc là j'ai ouvert un idle, qui est juste un interpréteur de commande Python. En Python, je vais dire simplement a égale 5, et je n'ai précisé aucun type. Et pourtant, quand je regarde a, j'ai bien la valeur 5 dedans. Alors est-ce que ça veut dire que le langage Python, en fait, ne gère pas les types? En fait, on va se rendre compte que le langage gère effectivement les types. Si je fais le type de a, vous allez voir en fait que a est bien un int. Et si par exemple je fais b et que je mets coucou dedans, par exemple, si je prends le type de b, vous allez bien voir en fait que je récupère bien un string. Donc en fait, il y a bien cette notion de type, sauf que Python en fait ne vous embête pas à mettre en place un type, il va simplement déterminer le type à partir de la valeur que vous mettez dedans. Si par exemple vous voulez mettre 5 dans a, mais vous voulez que a soit un nombre réel, et bien là vous êtes obligé de faire 5.0. Alors le 0 est non significatif, ça vous avez tout à fait raison, mais le fait d'utiliser 5.0, ça indique à Python en fait que cette fois-ci a n'est pas une valeur entière, mais cette fois-ci a est de type float, donc réel. Donc vous avez une petite manière quand même d'influencer un petit peu le type des opérations sur lesquelles vous agissez par ce genre de petits mécanismes. Mais effectivement, le Python en fait est un langage à typage implicite, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de spécifier le type, c'est Python qui va le déterminer lui-même. C'est pour ça que Python en fait est un langage qui est vraiment intéressant pour apprendre, parce qu'en fait il ne va pas vous amener toutes les notions d'un coup. Là où le C et le C++, ça va vous obliger en fait à comprendre énormément de choses dès le début. Ok. Pendant un moment, en fait, tous les nouveaux langages qui sont sortis dans la veine de Python ou de JavaScript, en fait, ont eu un typage implicite. Et on a trouvé que c'était une bonne innovation parce que c'était beaucoup plus simple à programmer, on n'avait pas à chaque fois à mettre un type. Le problème, c'est qu'effectivement, si vous ne mettez pas de type, eh bien vous n'informez pas le compilateur de ce que vous êtes en train de faire ou de quel type de données vous allez manipuler. Et donc, en fait, en Python, si jamais vous vous trompez de type dans une variable, eh bien, tout simplement, ça ne pose aucun problème, la variable va simplement reprendre le nouveau type de ce que vous avez mis dedans. En C++, si jamais vous avez déclaré une variable de type entier et vous mettez une chaîne de caractères dedans, vous allez avoir une erreur de compile. Et c'est plutôt sympa d'avoir une erreur de compile parce que ça va vous dire, ben tiens, j'ai fait un truc faux, en fait. J'ai dit que je voulais un entier, et puis j'ai mis coucou dedans, bah effectivement, ça collait pas. Donc je suis plutôt content que le compilateur m'est informé que j'ai fait une erreur. Python, lui, vous informera pas que vous avez fait une erreur. Il va simplement continuer le programme. Alors, comme il y a quand même eu énormément de langages de programmation qui sont passés en typage implicite, C++ en fait a donné la possibilité de faire du typage implicite sans pour autant nuire à la syntaxe qu'il avait mis en place. Et on va essayer de voir comment il a fait ça. Il a simplement créé un type qui a été appelé auto. Voilà. J'ai donc un type auto et je peux donc dire qu'une certaine variable est de type auto. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, vous voyez que là, j'ai fait un auto et que le n reste souligné. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut déjà dire que j'ai une petite erreur à ce niveau-là. Ça veut dire que C++ me dit, ok, je veux bien que tu définisses une variable et que tu ne me donnes pas de type. Par contre, il faut que tu me dises ce que tu veux mettre à l'intérieur. Et moi, ça me permettra d'en déduire le type. Et donc, si je fais un auto égale 5, par exemple, et je vais déclarer une autre variable, par exemple, auto s égale coucou, là, vous voyez que j'ai déclaré les deux variables exactement de la même façon, mais dans une, j'ai mis un entier, et dans l'autre, j'ai mis une chaîne de caractères. Et bien là, en fait, je n'ai plus de problème.
Alors une fois que j'ai initialisé mes variables automatiques, est-ce que je peux retrouver le type de la variable? Est-ce que je peux à un moment donné demander si finalement cette variable que je n'ai pas déclarée au départ avec un type, est-ce que je peux quand même retrouver son type par la suite? Alors il existe des instructions effectivement où on peut le faire. Pour cela vous aurez besoin d'inclure une nouvelle bibliothèque qui va vous donner des infos. Donc là je vais faire un dièse include et je vais encore un espace là. Dièse include, et je vais y insérer une nouvelle bibliothèque qui s'appelle type info. Non, pas type info, voilà. Et cette bibliothèque type info, elle va contenir en fait une petite fonction qui va me permettre de récupérer les infos de type sur une variable. Donc en fait, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle typeID. Je vais le lancer sur ma variable n, et je vais récupérer simplement le nom du type. Voilà. Je vais aller à la ligne, avec un endel, et je vais faire exactement la même chose avec la variable s dans laquelle j'ai mis coucou. Voilà. Donc alors typeID name va me donner quelque chose de très synthétique, hein, mais vous allez voir qu'on va quand même arriver à s'en sortir. Voilà. Et là, vous voyez que le premier type, c'était un i, donc c'est-à-dire que c'était un int qui me l'a donné, et le deuxième, en fait, il m'a dit que c'était une chaîne de caractères, le c. Donc vous voyez que je récupère, en fait, les informations quand même sur le type id, que je peux les récupérer, et j'ai donc la possibilité aussi de faire du typage, allez, on va dire que c'est du typage implicite, hein, c'est-à-dire que je ne donne pas vraiment un type, mais par contre, je lui donne quand même, il faut qu'au moment où j'utilise le type auto, je lui donne quand même une valeur. Et ensuite, dans tout le reste du programme, à partir du moment où cette initialisation a été faite, eh bien cette variable est considérée comme une variable entière. Cette variable sera considérée comme une variable string dans tout le reste du programme. Ça ne changera pas. Ok, ça marche. Donc ça me paraissait important de faire la différence entre les deux. Le typage explicite, vous devez mettre le type. Le typage implicite, vous ne le mettez pas. Mais c'est quand même le langage de programmation qui détermine pour chacune des variables un type. C'est pas que le type a disparu. Donc on va parler aussi un petit peu de transtypage, qui me permet de faire une bonne conclusion sur les types. On pourrait imaginer par exemple qu'on se retrouve avec la bonne valeur dans une variable, mais dans le mauvais type. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien imaginons par exemple que je récupère deux valeurs string, par exemple qui contiennent des nombres numériques. Alors comment est-ce que j'arriverai dans ce cas-là? Eh bien on pourrait imaginer que j'ai lu le prompt, tout simplement, j'ai lu ce que me fournissaient les utilisateurs, et quand je lis en fait avec un CIN, je récupère toujours une chaîne de caractères. Pourquoi je récupère une chaîne de caractères? Parce que la chaîne de caractères ne provoquera pas d'erreur. Hein. Si je tape des chiffres et que je récupère une chaîne de caractères, j'arriverai à le convertir. Si par contre j'attends un entier et que je tape une chaîne de caractères, eh bien j'aurai un problème. Donc la plupart du temps, quand vous allez lire quelque chose sur le prompt, vous allez récupérer en fait une chaîne de caractères. Mais imaginons maintenant que dans mes chaînes de caractères, j'ai la valeur 1, 2, 3 dans la première et 4, 5, 6 dans la deuxième. On avait vu que si je faisais un plus entre deux chaînes de caractères, je n'allais pas faire l'addition des deux nombres, mais j'allais concaténer les deux chaînes de caractères. Et donc dans ce cas-là, ce que l'on va pouvoir faire, tout simplement, c'est utiliser des fonctions de transtypage qui vont me permettre de chercher, de retrouver le bon type pour l'opération que j'ai envie de faire. Alors comment ça marche? Je vais reprendre mon petit programme, je vais un petit peu enlever des choses parce que pour que ce soit un petit peu plus clair. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais créer une variable de type string que je vais appeler S1, dans laquelle je vais mettre un numérique valide, 1, 2, 3. Dans la deuxième variable string S2, je vais mettre pareil, une valeur numérique valable, 4, 5, 6. Voilà. Ok. On est d'accord que si jamais j'essaye d'afficher S1 plus S2, comme les deux types sont des chaînes de caractères, voilà, je sauvegarde. Puisque les deux sont des chaînes de caractères, je compile, var.exe, et je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, c'est pas ce que j'attendais. Moi, je voulais faire 123 plus 456. Donc, ça veut dire que pour que la somme soit faite, ça veut dire que le plus qui est ici doit se retrouver entre deux variables de type numérique, deux entiers.
Et comment je vais faire ça? Eh bien tout simplement, il existe des petites fonctions. Alors là, je vais utiliser une fonction qui s'appelle stoi, donc ça veut dire string to int, mais vous allez voir en fait qu'il y a énormément de fonctions qui sont bâties sur le même schéma. Donc si jamais vous avez besoin un jour de ces variables-là, de ces genres de fonctions, n'hésitez pas à dire, à aller chercher sur le net, hein, vous tapez dans votre moteur de recherche C++, conversion entier en string, string en entier, et ainsi de suite. Alors là, j'ai toujours une ligne rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que cette fonction, elle est dans une bibliothèque que j'ai pas insérée, et donc elle est dans la bibliothèque string, dont je vais avoir besoin, puisque à partir du moment où j'ai mis la bibliothèque string, maintenant, vous voyez que mon petit soulignement rouge a disparu. Il a enfin trouvé la fonction dans une des bibliothèques que je lui ai mis en en-tête. Voilà. Donc ça arrive souvent quand vous utilisez une fonction, votre fonction se souligne en rouge, vous vous dites mais pourtant elle existe, je l'ai trouvée sur le net, je vois bien qu'elle existe. C'est tout simplement que vous avez oublié de mettre la bibliothèque en lien où cette fonction est dedans. Je recompile, je relance. Hop, et cette fois-ci, j'ai bien 579, qui est bien la somme de 123 et 456. Donc j'ai pris les chaînes de caractères, 123, je l'ai transformé en entier, 123, et j'ai pris la chaîne de caractères 456, je l'ai transformé en entier, 456, et donc le plus s'est retrouvé entre l'entier 123 et l'entier 456. Le compilateur C++ sait que quand je lui demande de faire un plus entre deux entiers, en fait, il doit en produire la somme et me retourner le résultat. Voilà un petit peu comment tout ça fonctionne. Dernière chose que je voulais vous montrer, simplement, c'est un petit passage sur les constantes. Donc on a parlé énormément de variables dans cette vidéo, on va juste parler un petit peu des constantes. Donc on a vu que la variable, elle pouvait changer de valeur pendant l'exécution du programme. Au début, je peux mettre 5 dans A, si ensuite je veux mettre 3 dedans, ou la somme de 5 plus 3, ou ainsi de suite, je vais pouvoir modifier la valeur de la variable. Aucun problème. Simplement, en mémoire, je vais garder dans mon étagère ma variable A, et je vais systématiquement, quand je mets 5 dedans, je vais simplement changer la valeur qui se trouve dans la mémoire associée au libellé A. Ok. Les constantes, elles, tout simplement, ça va marcher comme des variables, mais la seule spécificité, c'est qu'en fait, à partir du moment où la constante a été initialisée, vous ne pourrez plus la modifier. Donc vous ne pouvez pas juste déclarer une constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais, par exemple, je fais un peu de trigonométrie, je veux calculer des aires de cercle, et j'ai donc besoin de la valeur de pi. Je vais donc créer, tout simplement, double pi, et je vais donner la valeur de pi qui est 3, 14, 1, 5, 9. Voilà, par exemple. Ok, ça marche. Voilà, donc j'ai déclaré une variable de type double. Voilà. Seulement, le problème, c'est que moi, je ne veux pas que quelqu'un dans mon programme me modifie la valeur de pi. Pi est une constante, et je ne voudrais pas, par exemple, calculer certaines aires avec 3,14 et certaines aires avec 3,59. Sinon, ça fausserait complètement mes calculs. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est tout simplement qu'à partir du moment où j'ai déclaré la valeur de pi, je ne veux plus que quelqu'un me la modifie dans le programme. Et je vais donc mettre le petit mot-clé const devant pour dire, voilà, cette valeur, elle est définie une fois pour toutes, je ne veux pas que quelqu'un puisse la modifier. Alors, ça inclut une chose, c'est que, à partir du moment où vous déclarez une constante, comme vous ne pourrez plus la modifier par la suite, eh bien vous voyez qu'ici, si j'enlève la valeur, j'ai un petit trait rouge qui me provoque une erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que j'essaye en fait de déclarer une constante que je ne pourrai plus modifier après, et je lui donne pas de valeur. Donc ça marche pas. Si je ne peux pas la modifier par la suite, il faut absolument que je lui donne une valeur. 3, 14, 1, 5, 9. Voilà. Ok. Et donc si jamais ça peut fonctionner. Si jamais quelqu'un venait par la suite, prenait ma constante pi et essayait de mettre quelque chose dedans, eh bien tout simplement, j'aurais une erreur. Alors on va essayer de le compiler pour voir l'erreur que ça va donner. Je sauvegarde, hop, je compile, et vous voyez que l'erreur s'arrête ici sur pi 314, assigned of read-only variable pi.
Alors il ne vous dit pas que c'est une constante, il vous dit que c'est du read-only. Read-only, ça veut dire que vous avez accès seulement en lecture et pas en écriture. J'ai donc pas le droit de modifier la valeur de pi. Et donc ça vous apporte une certaine sécurité. Vous êtes sûr que personne ne vous modifiera la valeur de vos constantes. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour être sûr d'avoir toujours fait des calculs avec la même valeur de votre constante. Ok, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de ce que je voulais montrer sur les variables et les constantes. C'est plutôt bien. Ok. Donc une vidéo cette fois-ci qui reprenait un petit peu ce que l'on a vu avec les variables et qui les appliquait maintenant au C++. Donc le C++ c'est un langage qui est quand même assez proche de la machine et du système d'exploitation, et donc c'est intéressant de voir en fait quels sont les impacts de votre programme, des instructions que vous choisissez de faire sur la mémoire ou sur la machine elle-même ou sur l'OS. Donc on a vu au travers de cette vidéo finalement qu'il existait plusieurs types pour gérer vos différentes variables. On a compris aussi que l'ordinateur ne savait gérer que des nombres entiers, et donc à chaque fois qu'on lui donnait autre chose que de l'entier, il y avait en fait une petite opération de transcription pour revenir sur un nombre entier. Et on a vu en fait qu'il s'en sortait plutôt pas mal. On s'est intéressé aux différents types aussi que l'on peut rencontrer. Par exemple, on a vu qu'on peut définir des entiers avec plusieurs types, on peut les définir signés, non signés, et on peut en améliorer la précision. On a vu effectivement qu'améliorer la précision, ça nous permettait d'avoir accès à des plus grandes valeurs, mais le contre-coup de ça, c'est effectivement que vous allez utiliser beaucoup plus de place en mémoire. Donc ça va toujours être un petit peu le jeu du développeur à jongler entre la précision demandée et la mémoire utilisée. Sachant que si vous utilisez une variable qui est vraiment surdimensionnée, vous allez utiliser beaucoup trop de mémoire par rapport à ce que vous avez besoin, surtout si vous utilisez des structures tableau. Mais si vous sous-dimensionnez une variable, on s'est aperçu aussi qu'à partir du moment où vous allez franchir la limite supérieure, la valeur de la variable va boucler et vous risquez d'avoir des résultats très inattendus. Donc c'est pas facile en fait, mais je pense que maintenant que vous avez tout ça en tête et que vous avez compris l'impact des différentes lignes de programmation sur la mémoire et sur l'operating system, je pense que vous ferez des choix plus judicieux lorsque vous allez déclarer des variables et déclarer les types qui y sont associés. À bientôt!